Chapitre 7. Depuis la soirée chez Ruth Morse, une semaine avait passé, remplie par la lecture uniquement, et il n'avait pas encore retourné chez elle. De temps en temps, il prenait son courage à deux mains, mais devant les doutes qui l'assaillaient, il reculait au dernier moment. À quelle heure fallait-il y aller? Personne ne pouvait le lui dire, et il craignait de commettre une gaffe irréparable. S'étant affranchi de son milieu et de ses habitudes passées, et n'ayant pas fait de nouvelles connaissances, il n'avait d'autre occupation que la lecture, et s'y consacrait avec une telle frénésie que des yeux normaux n'auraient pas pu résister longtemps. Mais les siens étaient exceptionnels. De plus, son cerveau, vierge en ce qui concernait la pensée abstraite, était mûr pour les bienfaisantes semailles. Aucune étude ne l'avait fatigué, et il mordait au travail intellectuel avec une surprenante ténacité. À la fin de la semaine, il lui parut, tant sa vie passée et sa façon de voir ancienne semblaient lointaines, qu'il avait vécu 100 ans. Mais le manque d'études préparatoires le gênait beaucoup. Il essayait de lire des choses qui demandaient des années de spécialisation préliminaire. Comme il se plongeait un jour dans un livre de philosophie antique, le lendemain dans de la philosophie ultramoderne, dans sa tête tourbillonnaient les idées les plus contradictoires. Avec les économistes, il en était de même. Sur la même rangée, à la bibliothèque, il trouva Karl Marx, Ricardo, Adam Smith et Mill, et les idées abstraites de l'un ne permettaient pas de conclure que les idées de l'autre fussent surannées. Il était dérouté, mais assoiffé du désir de s'instruire. En un seul jour, l'économie sociale, l'industrie, la politique le passionnèrent. Dans le parc de City Hall, il avait remarqué un groupe d'hommes au milieu desquels en pérorait une demi-douzaine. Le sang au visage, la voix excitée, il discutait avec animation. Il se joignit au public et écouta le langage, pour lui nouveau, des philosophes populaires. Le premier était un cheminot, le second un travailliste, le troisième un étudiant en droit et les autres des ouvriers bavards. Pour la première fois, il entendit parler de socialisme, d'anarchie, de taxes réduites et sut qu'il existait des philosophies sociales contradictoires. Il entendit 100 mots techniques, inconnus, car il faisait partie d'un champ d'études qu'il n'avait pas abordé. Il lui fut impossible, à cause de cela, de suivre de près leurs arguments, et il ne put que deviner les idées exprimées par des expressions si neuves. Il y avait aussi un garçon de café théosophe, un boulanger agnostique, un vieillard qui les confondit tous par la théorie étrange du « ce qui est à sa raison d'être », et un autre vieillard qui pérora interminablement sur le cosmos, l'atome mâle et l'atome femelle. Au bout de plusieurs heures, Martin Eden s'en alla, complètement abruti, et courut à la bibliothèque pour étudier la définition d'une douzaine de mots inusités. Et il en sortit, emportant sous son bras 4 volumes de Madame Blavatsky, La doctrine secrète, Pauvreté et progrès, La quintessence du socialisme et la lutte de la religion et de la science. Malheureusement, il débuta par la doctrine secrète. La moindre ligne était hérissée de mots polysyllabiques qu'il ne comprenait pas. Assis dans son lit, un dictionnaire ouvert à côté du livre en question, il recherchait tant de mots qu'il en avait oublié la signification lorsqu'il se représentait et il lui fallait les rechercher de nouveau. De guerre lasse, il se décida d'écrire ces mots sur un calepin et en remplit bientôt des pages entières. Mais il ne comprenait pas davantage. Il lut jusqu'à 3 heures du matin. Son cerveau était près d'éclater, mais il n'avait toujours pas saisi une seule idée essentielle du texte. Il s'arrêta. Sa chambre lui parut tanguer, rouler, plonger comme un navire en mer. Alors furieux, il lança la doctrine secrète à travers la chambre, en jurant tout ce qu'il savait, éteignit le gaz et s'endormit. Avec les 3 autres volumes, il n'eut pas beaucoup plus de chance. Son cerveau n'était cependant ni faible ni paresseux. Il aurait pu comprendre ses idées sans son manque d'entraînement à réfléchir et son ignorance des moyens techniques pour y parvenir.
C'est ce qu'il devina, et il entretint un instant l'idée de ne lire que le dictionnaire, jusqu'au jour où il en aurait compris tous les mots. La poésie, toutefois, était sa grande consolatrice. Il en lisait beaucoup, préférant les poètes simples, qui comprenaient mieux. Comme la musique, la poésie l'émouvait profondément. Et, sans s'en rendre compte, il préparait aussi son cerveau au labeur plus ardu qui allait venir. Les feuillets vierges de son esprit se remplissaient des choses qu'il aimait, de sorte qu'il put bientôt, à sa grande joie, se réciter des poèmes entiers qui lui plaisaient. Puis il découvrit les mythes classiques de Gallet et l'époque mythologique de Bulfinch, qui jetèrent une grande lumière sur son ignorance totale à ce sujet, et, plus que jamais, il se mit à dévorer la poésie. À la bibliothèque, l'homme au pupitre avait si souvent vu Martin qu'il était devenu très aimable. Il accueillait toujours à son entrée d'un sourire et d'un signe de tête. Encouragé par cette attitude, Martin, un beau jour, s'enhardit. Tandis que l'homme pointait ses cartes, il lança péniblement. « Dites donc, je voudrais vous demander quelque chose. » L'homme eut un sourire et attendit. « Quand vous rencontrez une dame et qu'elle vous demande d'aller la voir, quand pouvez-vous y aller ?» Martin sentait la sueur coller sa chemise contre ses épaules, tant il était gêné. « Eh bien, n'importe quand, » répondit l'homme. « Oui, mais là c'est différent, » expliqua Martin. « Voyez-vous, voilà l'affaire. Elle n'y sera peut-être pas. Elle suit les cours de l'université. » « Retournez-y. »« Écoutez, ce n'est pas encore ça, » confessa Martin en balbutiant, décidé à se confier entièrement. « Voilà, je ne suis qu'un pauvre gars assez frustre et je ne connais rien à la société. Cette jeune fille est tout ce que je ne suis pas et je ne suis rien de ce qu'elle est. Vous ne me croyez pas que je me moque de vous, au moins ?» interrogea-t-il brusquement. « Non, non, pas du tout, je vous assure, » protesta l'autre. « Votre requête n'entre pas exactement dans la ligne de mes références, mais je serais enchanté de vous rendre service. » Martin le regarda avec admiration. « Si seulement je pouvais être comme ça irait tout seul, » dit-il. « Pardon ? Je dis, si je savais parler comme vous, facilement, poliment et tout ça. »« Ah, oui, » dit l'autre avec sympathie. « À quelle heure faut-il y aller ? L'après-midi, pas trop tôt après le déjeuner, ou le soir, ou un dimanche ? » « Écoutez, » dit le bibliothécaire, le visage illuminé, « appelez-la au téléphone et demandez-le lui. »« C'est une idée, » dit Martin en prenant ses livres. Il fit 2 pas, puis se retourna. « Quand vous adressez la parole à une jeune fille, à, disons, Miss Lizzie Smith, devez-vous dire Miss Lizzie ou Miss Smith ? » « Dites Miss Smith, » déclara le bibliothécaire avec autorité. « Dites toujours Miss Smith, jusqu'à ce que vous la connaissiez mieux. » C'est ainsi que Martin résolut le problème. « Venez quand vous voudrez, j'y serai tout l'après-midi, » répondit Ruth au téléphone quand il lui demanda en balbutiant quand il pourrait lui rapporter les livres prêtés. Elle le reçut elle-même sur le seuil du salon et son œil féminin remarqua immédiatement le pli du pantalon et un changement indéfinissable, mais certain, de toute sa personne. Son visage la frappa aussi. Une force violente, saine, émanait de lui et semblait ruisseler vers elle en ondes puissantes. De nouveau, elle ressentit ce désir de se pencher vers cette force pour s'y réchauffer et s'étonna encore de l'effet que lui produisait sa présence. Et lui, à son tour, retrouva la divine sensation de bonheur infini au seul contact de sa main. Il y avait cependant une différence entre deux. Elle était froide et calme, et lui rouge jusqu'à la racine des cheveux. Il la suivit en trébuchant, aussi maladroit que la première fois, et ses épaules tanguaient et roulaient d'une façon inquiétante. Une fois assis au salon, il se sentit plus à l'aise, bien plus même qu'il ne s'y attendait. Elle y aida de son mieux
avec une bonne volonté gracieuse qui la lui fit aimer plus follement que jamais. Ils parlèrent d'abord des livres prêtés, du Swinburne qu'il adorait et du Browning qu'il n'avait pas compris. Et elle mena la conversation d'un sujet à un autre, tout en se demandant comment elle pourrait lui être utile. Souvent, depuis leur première entrevue, elle avait pensé à lui. Il avait éveillé en elle une pitié, une tendresse que personne ne lui avait fait éprouver encore, moins peut-être par la compassion qu'il pouvait inspirer que par un inconscient sentiment maternel. Sa pitié ne pouvait être banale, car l'homme qui la lui inspirait était trop viril pour ne pas effrayer sa pudeur et la troubler étrangement. Comme la première fois, sa nuque la fascinait, et elle retenait son envie d'y poser ses mains. C'était un instinct impudique, soit, mais elle s'était habituée à cette idée. Elle n'imaginait pas un instant qu'un sentiment pareil pût être le commencement de l'amour, ni même qu'il pût s'agir d'amour. Elle croyait ne s'intéresser à lui que comme à un rare spécimen possédant certains pouvoirs occultes, et se complaisait même à ce qu'elle croyait être de la philanthropie. Elle ignorait qu'elle le désirait. Lui, au contraire, savait qu'il aimait, et il la désirait comme jamais il n'avait désiré personne au monde. Il aimait la poésie parce qu'il aimait la beauté. Mais depuis qu'il l'avait rencontrée, les portes d'or donnant accès au champ divin de l'amour poétique s'étaient ouvertes. Plus que Bulfinch et que Gallet, elle lui donnait la compréhension des choses de l'amour. Une semaine auparavant, il n'aurait pas seulement remarqué cette phrase « l'amant fou d'amour mourant d'un baiser ». Maintenant elle le hantait. Il s'émerveillait de la trouver si vraie, et en contemplant Ruth, il sentait qu'il mourrait volontiers d'un baiser d'elle. De se savoir lui-même l'amant fou d'amour, l'enorgueillissait autant qu'un titre de noblesse. Enfin, il connaissait le sens de la vie et pourquoi il était sur terre. À mesure qu'il la regardait, qu'il l'écoutait, ses pensées devenaient plus audacieuses. Il se remémora l'ardent bonheur que sa poignée de main, en entrant, lui avait donné et la souhaita encore. Son regard erra vers ses lèvres, et il les désira passionnément. Mais rien n'était grossier ni matériel dans ce désir. Il ressentait un plaisir exquis à étudier chaque mouvement, le moindre pli de ses lèvres, qui lui semblait différente de toutes les autres, faite d'une autre substance. C'étaient les lèvres d'un pur esprit, et son désir ne ressemblait pas au désir qu'il avait pu avoir pour d'autres lèvres de femme. S'il baisait jamais cette bouche, ce serait avec toute la ferveur et la piété dont on baise la robe de Dieu. Il ne se rendait pas compte de cette transposition des valeurs en lui, et ne se doutait pas que la lueur qui brûlait dans ses yeux était pareille à celle qui embrase tout regard masculin quand le désir d'amour le tient. Il ne connaissait pas l'ardeur de son regard, dont la flamme brûlante dissolvait peu à peu la chimie savante de ce cerveau de vierge. Cette chasteté évidente exaltait ses sentiments, en déguisait l'essence matérielle, et il aurait été bien surpris d'apprendre que la lueur de ses yeux envahissait de ses ondes chaudes la jeune fille et lui communiquait une flamme subtilement troublante. Maintes fois, sans qu'elle sût pourquoi, ce délicieux envahissement rompit le fil de ses idées, la força à parler au hasard de n'importe quoi. Elle causait d'habitude avec une grande facilité, et ce trouble anormal l'aurait intriguée si, de parti pris, elle n'en avait imputé la cause à l'individualité remarquable de Martin. Comme elle était très sensible, il n'était nullement bizarre, après tout, que le rayonnement de la personnalité d'un tel voyageur l'ait impressionné. Le problème, cependant, se posait toujours de savoir comment pouvoir lui être utile, et elle orienta la conversation dans ce sens. Ce fut d'ailleurs Martin qui la mit sur la voie. « Je me demande si vous pourriez me donner un conseil, » dit-il. Le signe d'acquiescement qu'il reçut fit bondir son cœur de joie. « Vous rappelez-vous que l'autre soir, je vous ai dit que je ne pouvais parler de livres et de ce genre de choses parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Eh bien, depuis j'ai beaucoup réfléchi. J'ai passé mon temps à la bibliothèque
mais la plupart des livres que j'y ai lus étaient trop difficiles. Il faudrait peut-être commencer par le commencement. Je n'ai jamais eu l'occasion. Tout gosse, je travaillais déjà dur, et depuis que je vais à cette bibliothèque, que je lis avec des yeux nouveaux, des livres nouveaux, j'ai compris que je n'avais jamais lu ce qu'il fallait. Ainsi, les livres qu'on trouve dans les chorales ou à la Cambus du Nord ne ressemblent pas aux vôtres, vous comprenez? Eh bien, c'est à ce genre de lecture que j'étais habituée. Et pourtant, ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai toujours été différent des gens avec qui j'ai vécu. Non pas que je sois meilleur que les matelots ou les bouviers avec qui je travaillais. Oui, pendant quelque temps j'ai été bouvier, mais j'ai toujours aimé lire tout ce qui me tombait sous la main. Et, mon Dieu, je crois que je pense différemment que la plupart des gens. Maintenant, voilà où je voulais en venir. Jamais je n'étais entrée dans une maison comme celle-ci. Quand je suis venue la semaine dernière et que j'ai vu tout ça, votre mère, vous, vos frères et tout le reste, ça m'a plu. On m'avait dit que ça existait et des livres le racontaient. En voyant votre maison, j'ai compris que les livres disaient vrai. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Tout ça m'a plu. J'en ai envie, tout de suite. Je veux respirer une atmosphère pareille à celle-ci, une atmosphère de lecture, de tableaux et de belles choses, où les gens ont des voix douces, des vêtements propres et des pensées propres. L'atmosphère que j'ai toujours respirée sentait la gargote, le loyer à payer, les vieux restes, l'alcool, et je n'ai jamais entendu parler que de ça. Tenez, quand vous avez traversé la pièce pour embrasser votre mère, ça a été la plus belle chose que j'ai vue, et j'en ai vu des choses dans ma vie. Bien plus de choses que les types avec lesquels je me suis trouvée. J'aime voir, et je veux voir davantage, et je veux apprendre à voir différemment. Mais je ne suis pas encore à la question. Voilà, je veux faire mon chemin vers une vie comme la vôtre. Il n'y a pas dans la vie que des saouleries, du travail éreintant et du vagabondage. Seulement, quel est le moyen d'y arriver? Par quoi commencer? Le travail ne me fait pas peur, vous savez. Et quand il s'agit de travailler ferme, j'ai vite fait de semer les autres. Une fois en train, je travaillerai jour et nuit. Vous trouvez peut-être ça drôle que je vous demande tout ça. Vous êtes la dernière à qui je devrais m'adresser, mais je ne connais personne d'autre, Arthur excepté. J'aurais peut-être dû lui demander si j'étais... Sa voix s'éteignit. Ses grandes résolutions s'arrêtèrent devant l'horrible impression d'avoir peut-être commis une maladresse en ne s'adressant pas à Arthur et de s'être rendue ridicule. Absorbée, Ruth ne répondit pas immédiatement. Elle s'efforçait d'harmoniser ce discours gauche, hésitant et naïf, avec ce qu'elle voyait sur ce visage. Jamais elle n'avait vu des yeux exprimés de force aussi grande. Avec la puissance exprimée par ce visage-là, cet homme pouvait arriver à tout. Mais comme elle s'accordait mal avec la façon dont il exprimait sa pensée, il ressemblait à un géant ligoté qui se débat pour arracher ses liens. Quand elle parla, ce fut avec une grande sympathie. Ce dont vous avez besoin, vous vous en rendez compte vous-même, c'est de vous occuper de votre éducation. Vous devriez retourner à l'école, travailler la grammaire, puis suivre les cours supérieurs et ceux de l'université. Mais il faut de l'argent pour ça, interrompit-il. Ah, je n'y avais pas pensé, s'écria-t-elle. Mais vous avez bien des parents, quelqu'un qui puisse vous aider. Il secoua la tête. Mon père et ma mère sont morts. J'ai 2 sœurs, une mariée et l'autre qui le sera bientôt, je suppose. Et puis j'ai une tapée de frères. Je suis le cadet, mais jamais ils n'ont aidé personne. Ils vagabondent à travers le monde, à la recherche du gros lot. L'aîné est mort aux Indes. Il y en a 2 en Afrique du Sud, un autre pêche la baleine, un autre travaille dans un cirque, il fait du trapèze. Depuis que ma mère est morte, j'avais 11 ans, je me suis élevée moi-même. Il faut donc que je me mette à étudier seule et j'ai besoin de savoir par où il faut commencer. Il me semble que la première des choses est de vous procurer une grammaire. Votre façon de parler est... Elle avait l'intention de dire épouvantable, mais elle atténua en disant
assez incorrect. Il rougit et son front se mouilla. Je sais, je parle argot, je dis un tas de mots que vous ne comprenez pas. Mais voilà, ce sont les seuls mots que je sache prononcer, en somme. Dans mon cerveau, j'ai bien d'autres mots, des mots ramassés dans les livres, mais comme je ne sais pas les prononcer, je ne m'en sers pas. Ce n'est pas tant ce que vous dites, c'est la manière dont vous le dites. Vous ne m'en voulez pas d'être franche, je ne voudrais pas vous blesser. Non, non, s'écria-t-il en la bénissant secrètement pour sa gentillesse. Allez-y, il faut que je le sache et j'aime 1000 fois mieux que ce soit par vous. Eh bien, vous dites un atmosphère au lieu d'une atmosphère. Et que je sais pour que je sache. Vous faites des doubles négations. Qu'est-ce que c'est que ça, une double négation? Demanda-t-il en ajoutant humblement. Vous voyez, je ne comprends même pas vos explications. Il est vrai que je ne voulais pas expliquer, dit-elle en souriant. Une double négation, c'est quand... Voyons. Enfin, par exemple, vous diriez « Je ne sais pas ne pas vous l'expliquer ». La première partie de la phrase est négative. La deuxième partie est négative aussi. La règle étant que deux négations font une affirmation. Le sens de votre phrase serait que vous sauriez l'expliquer. C'est parfaitement clair, je n'y avais pas pensé, dit-il après avoir écouté attentivement. Et certainement, je ne ferai plus cette faute-là. La rapidité avec laquelle il comprenait la surprit et lui fit plaisir. Vous trouverez tout ça dans la grammaire, continua-t-elle. Et puis, voici autre chose que j'ai remarqué dans votre façon de parler. Vous dites « j'y ai dit » au lieu de « je lui ai dit ». Cela ne choque pas votre oreille? J'y ai dit? Il réfléchit une seconde, puis avoua simplement en rougissant. Je peux pas dire que ça me choque. Pourquoi encore ne dites-vous pas « je ne peux pas dire » reprit-elle. Et la façon dont vous avalez la moitié des mots, c'est terrible. Il se pencha en avant, tenté de se mettre à genoux devant un être si merveilleusement éduqué. Écoutez, il m'est impossible de tout vous montrer. Il vous faut une grammaire. Je vais en chercher une et vous montrerai comment commencer. Elle se leva et il en fit autant, hésitant entre le vague souvenir d'une chose qu'il avait lue sur le savoir-vivre et la crainte qu'elle n'eût cru qu'il s'en allait. « À propos, monsieur Eden, s'écria-t-elle en quittant la pièce, qu'est-ce que c'est qu'être poivre? Vous l'avez dit plusieurs fois. »« Oh, être poivre, dit-il en riant, c'est de l'argot, c'est quand on a trop bu. Ne vous servez pas, dans ce cas, du pronom on. Dites plutôt je, riposta la jeune fille gaiement. Quand elle revint avec la grammaire, elle approcha sa chaise. Il se demanda s'il devait l'aider et s'assit à côté de lui. Alors qu'ils lisaient ensemble, leurs têtes inclinées se frôlaient. C'est à peine s'il pouvait suivre ses explications, tant ce voisinage délicieux le troublait. Mais, lorsqu'elle entreprit de lui démontrer l'importance des conjugaisons, il oublia tout. Jamais il n'avait entendu parler de conjugaison, et ce qu'il entrevit de la construction du langage l'émerveilla. Il se pencha davantage au-dessus du livre, et les cheveux blonds caressèrent sa joue. Il ne s'était évanoui qu'une fois dans sa vie, et crut qu'il allait recommencer. C'est à peine s'il pouvait respirer. Tout le sang de son cœur lui sembla bondir à sa gorge, prêt à l'étouffer. Jamais elle n'avait paru si accessible. Pour le moment, un pont était jeté sur le gouffre qui les séparait. Et cependant, son respect pour elle n'en était nullement diminué. Elle n'était pas descendue des hauteurs. C'était lui qui s'élevait dans les nuages, vers elle. Son sentiment demeurait aussi fervent, aussi immatériel. Il lui sembla qu'il avait indûment touché au tabernacle sacré, et soigneusement, il éloigna sa tête de ce contact délicieux qui l'avait électrisé tout entier, incident dont elle ne s'était nullement doutée. Chapitre 8. Il se passa plusieurs semaines que Martin Eden consacra à l'étude de la grammaire. Il repassa le livre sur le savoir-vivre
et dévora les volumes qui l'intéressaient. De son milieu, il ne vit personne. Les habitués du club des Lotus se demandaient ce qu'il était devenu, pressaient Jim de questions et quelques gars, les mêmes qui passaient les gants de boxe au Quilles, se réjouissaient de l'absence de Martin. Il avait fait à la bibliothèque la découverte d'un trésor. De même que la grammaire lui avait montré la construction de la langue, ce trésor lui montra celle de la poésie, et il put ainsi apprendre à connaître la métrique, la cadence, la forme, en un mot, des choses qu'il aimait. Un autre volume traitait de la poésie comme art représentatif, avec force citations prises dans les œuvres les plus belles. Aucun roman ne l'avait passionné autant que ces livres. Et son cerveau en friche depuis 20 ans, et mûr pour le travail, retenait ses lectures avec une puissance d'assimilation inhabituelle au cerveau mieux préparé. Lorsqu'il regardait en arrière, du haut de ses progrès acquis, l'ancien monde qu'il avait connu, le monde des villes et de la mer, des marins et des filles faciles, il le trouvait bien mesquin. Et cependant, cet ancien monde se mêlait avec le nouveau, et il fut tout surpris en découvrant les points de contact qui les reliaient. L'élévation de pensée, toute la beauté qu'il trouvait dans les livres, l'ennoblissait, et il en était conscient, ce qui l'amena à croire plus fermement que jamais que dans la classe de Ruth et de sa famille, tout le monde pensait de la même façon haute et belle et vivait de même. Dans les bas-fonds où il vivait, habitait la laideur. Il décida donc de se purifier de la laideur qui avait souillé toute sa vie passée et de s'élever jusqu'à ces régions exaltées où évoluaient les classes supérieures. Son enfance et son adolescence avaient été hantées par une inquiétude vague. Sans savoir ce qu'il désirait, il désirait quelque chose qu'il avait vainement cherché. Enfin, il avait rencontré Ruth. À présent, cette inquiétude était devenue aiguë, douloureuse, car il savait nettement ce qu'il lui fallait, la beauté, la culture intellectuelle et l'amour. Durant ces quelques semaines, il vit Ruth 5 ou 6 fois, et chaque fois ce lui fut un progrès nouveau. Elle l'aidait à parler correctement, corrigeait son anglais et lui fit commencer l'arithmétique. Leurs entrevues ne se bornaient pas, d'ailleurs, à de sèches études élémentaires. Il avait vu trop de choses, son esprit était trop mûr pour qu'il pût se contenter de fractions, de racines cubiques, d'analyses et de conjugaisons. Parfois, il causait des derniers livres qu'il avait lus, du dernier poème qu'elle avait étudié. Et quand elle lui lisait à haute voix ses passages favoris, il était au comble de la joie. Jamais il n'avait entendu de voix pareille à la sienne. La moindre de ses intonations l'enivrait. Il frissonnait tout entier à chacun des mots qu'elle articulait. Tout en l'écoutant, il se rappelait les vociférations aiguës de femmes sauvages, de mégères ravinées et aussi les voix rudes et stridentes de filles du peuple. Puis, son imagination se les représenta. Il les vit défiler en troupeaux misérables, chacun exaltant, par la comparaison, les qualités de Ruth. Et, de sentir qu'en lisant les œuvres qu'elle avait lues, il pouvait vibrer des mêmes joies, doubler son bonheur. Elle lui lut une grande partie de la princesse, et souvent il vit ses yeux se remplir de larmes, tant sa nature esthétique ressentait la beauté. À de tels moments, il se sentait pareil à un dieu. Il la regardait, l'écoutait, il lui semblait voir le visage même de la vie et en découvrir les secrets. Alors, conscient du degré de sensibilité qu'il avait atteint, il se disait que c'était bien là l'amour, seule raison d'être au monde. Il passait mentalement en revue tous les anciens frissons, les larmes d'autrefois, l'ivresse de l'alcool, les baisers des femmes, les jeux violents, la fièvre des coups donnés et reçus, et tout cela lui semblait trivial et minable à côté de cette sublime ardeur qui le transportait. Pour Ruth, la situation était assez obscure. Elle n'avait aucune expérience personnelle des choses du cœur, ses lectures l'ayant habituée à voir l'effet ordinaire de la vie transposée par une littérature d'imagination dans le domaine de l'irréel.
et elle ne se doutait guère que ce rude matelot se glissait dans son cœur, où s'emmaganisaient peu à peu des forces latentes qui, un beau jour, l'embraseraient tout entière. Elle ne s'était pas encore brûlée au feu de l'amour. Sa connaissance en était purement théorique. Elle le concevait comme la flamme légère douce d'une veilleuse fidèle, comme une froide étoile scintillant dans le velours sombre d'une nuit d'été. Elle aimait se le figurer comme une affection placide, comme le culte d'un être dans une atmosphère calme, embaumée de fleurs aux lumières atténuées. Elle était loin de supposer les sursauts volcaniques de l'amour, son ardeur dévorante et ses déserts de cendres. Ses forces lui étaient inconnues, et les abîmes de la vie se transformaient pour elle en des océans d'illusions. L'affection conjugale de ses parents lui semblait être l'idéal des affinités amoureuses, et elle attendait tranquillement le jour où, sans secousse ni complication, elle glisserait de sa vie de jeune fille à une existence à deux, semblable, paisible et douce. Martin Eden lui apparut comme une nouveauté bizarre, un individu étrange, et elle mit sur le compte de la nouveauté et de la bizarrerie l'effet qu'il lui produisait. N'était-ce pas en somme tout naturel? Elle s'intéressait à lui au même titre qu'elle s'intéressait aux fauves d'une ménagerie ou au spectacle d'une tempête dont les éclats la faisaient frissonner. Comme les fauves, l'ouragan, la foudre, il était une force cosmique de la nature. Il lui apportait toute l'odeur du large et le souffle des grands espaces, le reflet du soleil tropical sur son visage ardent, et, dans ses muscles saillants, toute la primordiale vigueur de la vie. Il avait subi l'empreinte de ce mystérieux monde de rudes marins et d'aventures plus rudes encore, dont elle ne pouvait s'imaginer la plus médiocre. Il était inculte, sauvage, et sa vanité était flattée de le voir venir si vite à elle. Cela l'amusait d'apprivoiser la bête fauve. Tout au fond d'elle-même, et sans presque s'en douter, elle avait le désir de remodeler cette argile informe à la ressemblance de son père, qui représentait pour elle l'idéal masculin. Et son inexpérience absolue l'empêchait de comprendre que l'attraction qui la poussait vers lui était bien la plus instinctive des attractions, celle dont la puissance précipite hommes et femmes dans les bras les uns des autres, pousse les animaux à s'entretuer pendant la saison du rut et contraint les éléments eux-mêmes à s'unir. La rapidité des progrès de la part de Martin était pour elle une source de surprise et d'intérêt. Elle découvrait en lui des possibilités insoupçonnées qui fleurissaient tous les jours comme des plantes dans un sol fertile. Souvent, en lui lisant du Browning, elle s'étonnait des étranges interprétations qu'il donnait à certains passages discutables, et elle ne pouvait comprendre comment, avec sa seule connaissance de l'humanité et de la vie, y donner des interprétations souvent bien plus justes que les siennes. Sa conception des choses lui paraissait naïve, bien qu'elle fût maintes fois électrisée par l'audace de son envol, dont la trajectoire était si tendue qu'elle ne pouvait la suivre. Elle se contentait alors de vibrer au choc de cette puissance inconsciente. Elle lui joua du piano, pour lui, non contre lui comme alors, et l'éprouva avec de la musique dont la profondeur dépassait d'ailleurs de beaucoup sa propre compréhension. Comme une fleur au soleil, l'âme de Martin s'ouvrit à l'harmonie et la transition fut rapide entre les ragtime et les two-step de son milieu, aux chefs-d'œuvre classiques auxquels elle initiait aujourd'hui. Cependant, il voua à Wagner, lorsqu'elle lui en eut donné la clé, à l'ouverture de Tannhäuser en particulier, une admiration toute démocratique. Du répertoire de Ruth, rien ne le séduisit autant, car c'était la personnification même de sa vie jusqu'alors, le motif de Venusberg, signifiant sa vie passée, Ruth identifiée par le cœur des pèlerins. Par les questions qu'il lui posait parfois, il arrivait à la faire douter de ses propres définitions et de sa compréhension musicale. Mais il ne discutait pas son chant. Ce chant, c'était elle tout entière. Le timbre angélique de son pur soprano l'extasiait toujours. Il ne pouvait s'empêcher de lui comparer le piaulement aigu,
le chevrotement chétif des ouvrières malingres et le braillement aviné des filles de bouge à matelot. Ruth aimait jouer et chanter pour lui. À la vérité, c'était la première fois qu'elle avait une âme entre ses mains, et l'argile de cette âme était esquisse à modeler, car elle s'imaginait le modeler et ses intentions étaient bonnes. D'ailleurs, sa compagnie lui était agréable. Il ne l'effrayait plus. Sa première frayeur, due en réalité à la découverte de son moi inconnu, s'était évanouie. Elle se sentait maintenant des droits sur lui, et il exerçait sur elle une influence tonique. Après son travail à l'université, au sortir de ses livres poudreux, elle se délassait au souffle frais et fort de sa personnalité. La force, c'était cela dont elle avait besoin, et il lui en donnait généreusement. Être à côté de lui parler, c'était boire de l'essence de vie. Après son départ, elle retournait à ses livres avec un intérêt plus vif et une nouvelle provision d'énergie. Malgré sa connaissance approfondie de Browning, elle n'avait jamais pensé que ce pût être chose dangereuse que de jouer avec une âme. À mesure que son intérêt pour Martin grandissait, elle se passionnait davantage à l'idée de le remodeler. « Vous savez, monsieur Butler ?» lui dit-elle un après-midi, une fois la grammaire, l'arithmétique et la poésie finies. « Eh bien, ses débuts ont été assez difficiles. Son père était caissier dans une banque, mais il a végété longtemps, poitrinaire, et est mort dans l'Arizona. Ce qui fait qu'à sa mort, monsieur Butler, Charles Butler, s'est trouvé seul au monde et sans le sou. Son père était australien, il n'avait donc aucun parent en Californie. Il est entré dans une imprimerie, je le lui ai entendu raconter bien des fois, à raison de 3 $ par semaine. Maintenant, il en gagne 30 000 par an. Comment y est-il parvenu? Il a été honnête, dévoué, économe et travailleur. Il s'est refusé tous les plaisirs des jeunes gens de son âge. Il s'astreignait à mettre de côté tant par semaine, au prix de n'importe quelle privation. Bien entendu, il a vite gagné plus de 3 $ par semaine, et à mesure que son salaire augmentait, il économisait davantage. Il travaillait le jour au bureau et le soir à l'école. Jamais il ne perdait de vue son avenir. Plus tard, il a suivi le soir les cours supérieurs. À 17 ans, déjà il touchait d'excellentes journées comme typographe. Mais il avait de l'ambition. Il voulait une carrière, non pas un gagne-pain, et peu lui importait de sacrifier son confort actuel en vue d'un bien-être futur. Il s'est décidé pour le droit et est entré dans les bureaux de mon père comme garçon de course, pensez un peu, à 4 $ par semaine. Mais il avait appris l'économie, et sur ces 4 $, il a continué à économiser. Elle s'arrêta pour respirer et pour voir comment Martin écoutait. Il semblait vivement intéressé par la jeunesse difficile de M. Butler, mais un certain froncement de sourcils l'inquiéta. « Pour un jeune homme, ça n'a pas dû être drôle tous les jours, évidemment, » fit-il. 4 $ par semaine, comment pouvait-il vivre avec ça? Il ne devait pas se payer des chaussettes de soie. Tenez, je paie à présent 5 $ par semaine de pension et je vous assure que ça n'a rien de particulièrement rigolo. Il devait vivre comme un chien. Sa nourriture... Il la faisait lui-même, interrompit-elle, sur un petit poêle à pétrole. Sa nourriture devait être pire que celle des marins sur les plus mauvais rafiaux, et il n'y a pas plus infect au monde. Mais pensez à ce qu'il est devenu, s'écria-t-elle avec enthousiasme. Pensez à ce qu'il gagne. Il est 1000 fois payé de ses privations passées. Martin la regarda attentivement. « Parions une chose, dit-il. C'est que M. Butler n'en est pas plus gai pour ça. Il s'est serré la ceinture pendant des années et des années durant sa jeunesse, et je suis sûre que son estomac se venge à présent. » Elle baissa les yeux sous son regard interrogateur. « Je parie qu'il est dyspeptique, » dit Martin. « Oui, il est, confessa Ruth, mais... Et je parie, poursuivit Martin, qu'il est solennel et triste comme un vieux hibou et qu'il ne s'amuse pas, malgré ses 30 000 $ par an. Et je parie que ça ne lui fait aucun plaisir de voir que les autres prennent du bon temps. Ai-je raison, oui ou non ?» Elle fit signe que oui, et se hâta d'expliquer.
Mais il n'a pas un caractère à ça. Il est naturellement calme et sérieux. Il a toujours été. Ça, j'en suis sûr, proclama Martin. 3 $, puis 4 par semaine, tout gosse, faire sa cuisine sur un fourneau à pétrole, économiser toujours, travailler toute la journée, étudier toute la nuit, travailler en somme toujours et ne jamais s'amuser, ne pas même savoir ce que c'est que de rigoler un peu, naturellement, ces 30 000 $ sont arrivés trop tard. Son imagination bondissante lui avait immédiatement représenté les 1000 détails de cette existence et de ce pauvre développement intellectuel qui avait abouti à faire un homme qui touchait 30 000 $ par an. En un clin d'œil, la vie entière de Charles Butler se projeta dans son cerveau. « Vous savez que je plains M. Butler, dit-il. Il était trop jeune pour le savoir, mais il s'est privé de vivre pour l'amour de 30 000 $ de rente dont il ne profite même pas. Eh bien, tout cet argent ne lui achètera pas ce qu'il aurait pu s'acheter, enfin, avec les 4 sous qu'il économisait, de sucre d'orge et de billes ou de place à guignol. » Cette façon de juger les choses surprenait Ruth. Non seulement elle lui était nouvelle et contraire à ses propres sentiments, mais elle y trouvait aussi des parcelles de vérité qui menaçaient d'effriter ou de modifier ses convictions. À 14 ans, ses idées auraient peut-être pu changer, mais à 24 ans, conservatrice par nature et par éducation, figée dans le milieu où elle était née et qui l'avait formée, les raisonnements bizarres de Martin la troublaient sur le moment, mais elle les attribuait à l'étrangeté de son existence et les oubliait vite. Pourtant, tout en les désapprouvant, la conviction qu'il mettait à les énoncer, l'éclair de ses yeux et la gravité de son visage la troublaient chaque fois et l'attiraient vers lui. Jamais elle n'aurait deviné qu'à ces moments-là, cet homme venu d'un milieu inférieur la dépassait par la grandeur et la profondeur de ses conceptions. Comme tous les esprits limités qui ne savent reconnaître de limites que chez les autres, elle jugea que ses propres conceptions de la vie étaient vraiment très vastes, que les divergences de vue qui les séparaient l'un de l'autre marquaient les limites de l'horizon de Martin, et rêva de l'aider à voir comme elle, d'agrandir son esprit à la mesure du sien. « Mais je n'ai pas fini son histoire, dit-elle. Mon père affirme qu'il n'a jamais vu de travailleur pareil à M. Butler quand il était garçon de course. Il était toujours prêt à l'ouvrage. Non seulement il n'était jamais en retard, mais il venait généralement au bureau quelques minutes avant l'heure. Et avec ça, il trouvait le moyen d'étudier à ses moments perdus. Il étudiait la comptabilité, la dactylographie, et il prenait des leçons de sténographie la nuit en faisant faire des dictées à un chroniqueur judiciaire qui avait besoin de s'exercer. Il est rapidement devenu clerc et a rendu d'inappréciables services. Papa voyait bien qu'il était de ceux qui réussissent. C'est papa qui l'a poussé à faire son droit. Il est devenu notaire et à peine rentré au bureau, papa en a fait son associé. C'est un homme remarquable. Il a refusé plusieurs fois d'entrer au Sénat des États-Unis et papa dit qu'il peut être juge à la Cour suprême à la première vacation s'il en a envie. Une existence pareille est un bel exemple pour chacun de nous. Elle nous prouve qu'avec de la volonté, tout homme peut s'élever au-dessus de son milieu. C'est un homme remarquable, dit Martin sincèrement. Mais il lui semblait que dans cette histoire, quelque chose choquait son sens de la beauté et de la vie. Il ne pouvait arriver à trouver une raison suffisante à la vie de privation et de misère de M. Butler. Qu'il ait fait pour l'amour d'une femme ou d'un idéal de perfection aurait été compréhensible. L'amant fou d'amour fait n'importe quoi pour un baiser, mais non pour 30 000 $ par an. Réflexion faite, la carrière de M. Butler ne le satisfaisait pas. Elle avait quelque chose de mesquin, après tout. C'est très joli, 30 000 $ par an. Mais la dyspepsie et l'incapacité d'être heureux leur enlevèrent beaucoup de valeur. Il essaya d'expliquer tout ceci à Ruth, la mécontenta et la persuada plus que jamais de la nécessité d'un remodelage complet. Elle avait une de ces mentalités comme il y en a tant, qui sont persuadées que leurs croyances, leurs sentiments et leurs opinions sont les seules bonnes et que les gens qui pensent différemment ne sont que des malheureux dignes de pitié.
C'est cette même mentalité qui de nos jours produit le missionnaire qui s'en va au bout du monde pour substituer son propre Dieu aux autres dieux. À Ruth, elle donnait le désir de former cet homme d'une essence différente, à l'image de banalités qui l'entouraient et lui ressemblaient.